Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Populaire. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On est chez Hervé Carès, que vous appréciez tous pour ses analyses géopolitiques, ses analyses sur le front. Mais on va parler de l'Ukraine, on va parler effondrement, pas effondrement, du front ukrainien. Où en est la guerre d'attrition? Est-ce que réellement des armées ukrainiennes sont complètement encerclées par les Russes? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors que récemment, ça parlait encore un peu de diplomatie. Mais avant toute chose, comme on est cher avec Arès, il nous a fait une petite spéciale. Oui, en fait, on va commencer par une présentation d'une guitare. Une guitare d'un luthier français. La particularité de cette guitare, c'est la copie, en fait, dans la forme d'une Les Paul Junior Double Cut des années 50. Mais la particularité essentielle de cette guitare, c'est que le corps est en acier. C'est la spécialité de ce luthier. Loïc Le Pape, je vois. Loïc Le Pape, oui, c'est Loïc Le Pape. C'est un de ses premiers modèles. Il a dû le sortir il y a 15 ou 20 ans. Bon, je l'ai acheté d'occasion parce que c'est quand même des guitares assez chères. Mais c'est des guitares qui ont beaucoup de mojo, en fait. Et c'est une référence à un guitariste des années 70 et de la vague punk aussi new-yorkaise, Johnny Thunders, qui avait joué dans les New York Dolls et aussi joué ensuite avec son groupe, les Heartbreakers. Donc on va voir comment ça sonne. Merci. Ouais, on pourra faire une chaîne guitare la prochaine fois. On fera une chaîne guitare, mais ça se trouve, comment on va... On m'a dédié une émission spéciale. Ouais, on peut, hein. Peut-être qu'on va pouvoir prendre ce passage musical, ce qui sera il nous le fera libre de droit, et ça sera l'introduction de Hervé Carès. Oui, parce que non seulement tu es un ancien militaire, expert en situation de crise, que tu fais maintenant, tu travailles pour les entreprises, de facto analyse géopolitique, ancien pompier, mais aussi tu as un violon dingue, tu es guitariste. Ouais, enfin, tu es un amateur de rock'n'roll, de tout type de rock'n'roll, on va dire. Alors vous allez voir à l'écran, c'est un amateur quand même, beaucoup de guitare, Ouais. un peu plus qu'amateur. C'est quelque chose qui a commencé très tôt dans ma jeunesse, j'avais 16-17 ans. Tu as même joué dans des groupes? Oui, puis même quand j'étais militaire, j'avais toujours une guitare, je me débrouillais toujours pour avoir une guitare. Même dans ma cantine, j'avais une short scale, une guitare raccourcie. Et t'es allé à Nashville? Ce qui avait été très apprécié par nos instructeurs lorsqu'on était en école sous-officier. Là, j'avais découvert que j'avais une guitare électrique dans la cantine, mais bon, c'est comme ça. Et ils n'ont pas apprécié? Bah, disons que c'était un petit peu fermé. Ouais, mais après, on a fait avec un autre copain qui était dans la section quelques petits concerts, parce que lui aussi était un ancien rocker de la région parisienne. Mais au départ, ça les a surpris, ils n'avaient pas l'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Bon, Hervé Carès, le rocker. Mais là, maintenant, on vient chez toi interviewer Hervé Carès, l'analyste militaire et géopolitique. La guerre en Ukraine est toujours le sujet peut-être principal en Europe, en tout cas visiblement pour les dirigeants européens, pour les Russes évidemment, pour les Ukrainiens encore plus. La guerre fait rage, malgré les espoirs que certains ont pu avoir avec la rencontre entre Poutine et Donald Trump à Anchorage, à la mi-août, en Alaska. Les discussions téléphoniques, alors c'est mieux que rien, puisqu'avec Biden, il n'y a même pas de discussion téléphonique. Un espoir d'une rencontre à Budapest, et puis c'est un petit peu patatras, la guerre continue comme elle continuait avant, les Européens achètent les armes aux États-Unis, et les Russes avancent, on dirait. Oui, alors ils avancent sur le front actuellement sur deux villes principales, Kupiansk et puis notamment Pokrovsk, avec la ville de Kupiansk qui est quasiment conquise, hein, avec une poche ukrainienne à l'intérieur de la ville,
et la ville de Pokrovsk qui est en train d'être encerclée, avec également possiblement des troupes ukrainiennes qui pourraient se trouver dans une situation difficile, hein, d'encerclement. Alors, On parle de 14 000 soldats au total. oui, en fait, parce que sur Kupiansk, il y a également sur la rive est de l'Oskol, il y a également des forces ukrainiennes qui n'ont pas pu encore traverser, qui pourraient être mises en difficulté. Bon, ce qui est patent, c'est que quand on regarde globalement le front, et je peux en discuter de manière assez précise, parce que je suis pour cela souvent les synthèses de Sylvain Ferreira, hein, qui fait de très très bonnes synthèses en français, hein, au moins 2 fois par semaine, on voit que globalement, les forces russes ont un momentum depuis cet été, depuis le début de l'été, avec des progressions qui ont été lentes, mais il semblerait que là, le casse-brique qu'ils ont mis en place depuis novembre 2022, avec la stratégie d'attrition, soit en train d'atteindre ses buts, dans la mesure où il est évident que même si les forces ukrainiennes ont pu contenir les Russes grâce au mur de drone, hein, parce que ce concept de mur de drone, ce sont les forces ukrainiennes qui l'ont développé, hein, en raison du manque d'infanterie et de la ressource humaine dévolue à l'infanterie pour tenir les positions, il semblerait que les Russes, après avoir ciblé l'infanterie ukrainienne, ciblent depuis quelques mois les opérateurs de drones ukrainiens, et de ce fait, le mur de drones semblerait en train de s'effondrer également. Donc, une situation qui est de plus en plus critique pour les forces ukrainiennes. Alors, beaucoup d'analystes et de commentateurs du conflit pensaient que l'offensive d'été allait être fulgurante de la part des forces russes. Ça n'a pas été le cas, parce que en face, il y avait encore une résistance qui tenait, en fait, et qui était virulente, sachant que les Russes cherchent à minimiser leurs pertes, hein, contrairement à ce qui se dit sur de nombreux plateaux télé. Alors, ils utilisent énormément leur puissance de feu, hein, que ce soit leur artillerie, leurs drones maintenant, notamment leurs drones philo-guidés, mais également leur aviation avec les bombes planantes guidées. Donc, on arrive peut-être à une bascule en ce moment qui pourrait laisser entendre que ceux qui attendaient l'offensive d'été, eh bien, en fait, pourraient être surpris peut-être par une offensive d'hiver de l'armée russe, dans la mesure où, lorsqu'on regarde l'histoire de ce conflit, les Russes ont toujours été agissants l'hiver lors de grandes batailles, que ce soit les batailles de Mariupol ou même les batailles de Bakhmout. Mais j'allais te dire, c'est même une tradition russe ancienne, l'action en hiver. Que ce soit à l'époque des guerres napoléoniennes ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont souvent fait la surprise en faisant ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire des opérations d'hiver où ils ont, eux, une habitude, parce que ils en ont une habitude. Mais en face aussi, ils ont l'habitude, puisque c'est globalement les mêmes troupes. Mais moins. L'Ukraine, moins. Mais globalement, on est quand même sur 2 armées qui sont très, très rustiques. Oui, bien sûr. Oui. Hein, qui sont qui ont des qualités qui sont celles des soldats de 1914-1918. Les effectifs russes à base de volontaires sont essentiellement constitués de recrues, de volontaires qui viennent de milieux ruraux, de zones qui sont assez excentrées par rapport aux grandes villes de la Russie. Quand je parle des grandes villes que l'on connaît, hein, parce qu'après il y a des villes qui sont éloignées dans l'Oural. Et de l'autre côté, on le voit très bien d'ailleurs, hein, tous les villages et toutes les petites villes ukrainiennes ont énormément de données en ce qui concerne la mobilisation ukrainienne. D'ailleurs, ce qui crée de vraies dissensions entre les grandes villes ukrainiennes et puis toutes ces petites villes et ces petits villages. Et donc, même s'il n'y a pas eu cette offensive donc que certains attendaient l'été, il y a quand même eu la continuation de la guerre d'attrition, comme tu l'as dit, mais aussi, pas à pas, un encerclement. Il y a 2 encerclements, oui, qui méritent d'être observés, hein. Alors, lors du dernier point de situation de l'état-major russe, au cours duquel le président Poutine a pris la parole, justement, ils ont parlé de 31 bataillons au global qui seraient susceptibles d'être encerclés, 31 bataillons ukrainiens. Donc ça ferait globalement environ 10 000 hommes. Bon, maintenant, ça mérite quand même d'être précisé et de voir quelles seront les issues de ces encerclements ou des combats. Puisque il y a également des éléments de propagande qui sont délivrés par l'état-major russe. Il y a un secteur qui, à mon avis, il faut surveiller. On n'en parle pas beaucoup. C'est dans la zone de Zaporijia, le long du Dniepr, puisqu'on peut remarquer que les Russes y avancent
hein, notamment en suivant le cours du Dniepr, en remontant le long du réservoir, le réservoir qui permettait entre autres de refroidir la centrale d'Energodar. Pourquoi il faut le surveiller? Parce qu'au plan stratégique, étant donné que les Russes ont annexé 4 oblasts et que l'oblast de Kherson et de Zaporijjia, ce sont les oblasts sur lesquels ils ont le moins d'acquis territoriaux, on ne peut pas imaginer qu'ils vont obérer le fait de réaliser une poussée à un moment donné dans cette zone-là. On a apparemment, alors peut-être c'est de la propagande, on ne sait pas, russe, mais ils disent que des troupes russes sont rentrées aussi bien dans la périphérie de Kherson que dans celle de Liman. Oui, tout à fait. Au nord. Tout à fait, oui. Il y a, alors, sur la périphérie de Kherson, ce serait sur des petites îles qui sont sur le Dniepr et qui sont donc en limite de Kherson. Et sur Liman, il y aurait des premiers éléments qui seraient rentrés dans Liman et notamment qui occuperaient la voie ferrée. Donc la voie ferrée, c'est quand même très important parce que souvent, les Russes ont utilisé la voie ferrée pour faire des progressions en s'abritant par les contreforts des voies ferrées. Et surtout, c'est un axe logistique qui est important pour alimenter la garnison ukrainienne de Liman. Donc oui, les Russes sont en train de reprendre pied dans les 2 villes qu'ils avaient évacuées de manière un petit peu précipitée en octobre ou novembre 2022 lorsqu'il y a eu la grande offensive ukrainienne sur Kharkov. Donc à cette époque-là, ils n'avaient pas d'effectifs suffisants pour tenir tout ce front, puisqu'ils n'avaient fait appel qu'à des volontaires, et c'est à ce moment-là, justement, qu'ils ont fait la mobilisation partielle, en rappelant des réservistes, mais également qu'ils ont basculé sur la stratégie d'attrition après le retrait de Kherson. J'étais à Moscou pour suivre la semaine de l'énergie russe. Alors, j'ai pu rencontrer certaines personnes, mais j'ai raté beaucoup d'interviews. J'ai fini à l'hôpital. Mais j'ai pu discuter avec des gens qui ont un avis, disons, sur ce qui se passe. Et certains disent que ça y est, en fait, l'objectif strictement militaire d'état-major russe est en train d'être atteint. C'est le moment, là, entre maintenant et 2-3 mois, de rupture humaine. De l'armée ukrainienne qui est très solide. Ils disent c'est les nôtres. Enfin, c'est même que nous, c'est ce que tu dis. Ils ont la même résistance, donc ça a été long. Mais ils vont craquer par manque de personnel militaire. Et là, l'avancée va être fulgurante parce que quand ça craque. Et derrière, c'est de la plaine. Est-ce que tu entrevois quelque chose comme ça, ou on serait là aussi dans la propagande? Alors, pour être tout à fait honnête, depuis le départ, depuis octobre 2023, lors d'une intervention justement sur TV Liberté, j'avais dit lors de l'interview que le centre de gravité ukrainien qui était le plus attaqué par la stratégie d'attrition russe, c'était la ressource humaine. C'est pour ça que je te demande. Le centre de gravité. Voilà. Et donc, ce centre de gravité, en fait, il a été attaqué. Ils ont pu, quoi qu'on en dise, jusqu'à maintenant, arriver à combler de différentes manières les déficits en ressources humaines. Et surtout, ils ont mené une action qui leur a coûté beaucoup. C'est l'action, en fait, sur Koursk, qui, d'une certaine manière, même si elle était spectaculaire et audacieuse, comme ils ont tenu le terrain beaucoup trop longtemps, ils ont offert en fait une opportunité majeure aux Russes pour détruire ou neutraliser la seule réserve stratégique qu'ils avaient à l'époque. Et lors du retrait, qui s'est fait d'une manière un petit peu catastrophique, toutes ces troupes ont abandonné tous les matériels lourds et surtout ont laissé beaucoup d'hommes derrière, hein, que ce soit des blessés, des morts ou des soldats capturés. Donc depuis le retrait de Koursk, l'armée ukrainienne n'a plus de réserve stratégique, de manière à contrer les avancées russes, qui fait que lorsqu'il y a des avancées russes, ils ponctionnent sur le front des unités de manière à ce qu'elles viennent combler en fait les avancées ou les poussées russes. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la poussée russe de 10 km cet été au nord de Pokrovsk. Et donc ils ont déplacé des unités, notamment celle d'Azov, qui se trouvait, elle, dans la région de Kupiansk, et comme par hasard, on voit que sur Kupiansk, c'est en train d'avancer, et également des unités qui étaient sur Seversk. Donc c'est une vraie difficulté, et on arrive tout à fait
d'une certaine manière, au bout de la logique de la stratégie d'attrition, qui est une forme de casse-brique, en fait, un casse-brique qui détruit chaque élément de l'adversaire, et notamment ses ressources humaines, hein, parce que les ressources humaines, c'est vraiment l'élément le plus délicat pour une armée, hein, que ça soit en termes d'expérience, de savoir-faire, de transmission de savoir-faire aussi, hein. Et on l'a vu au cours des conflits mondiaux précédents, hein, notamment en ce qui concerne la guerre aérienne. Souvent, les armées aériennes, qu'elles soient japonaises ou allemandes, ont fini par succomber, non pas parce qu'il y avait une suprématie matérielle, mais parce qu'il y avait une suprématie humaine, et qu'eux, derrière, n'arrivaient pas à renouveler les effectifs de pilotes qui mouraient. Et puis, c'est des êtres humains, comme tu le dis. L'un des problèmes souvent qu'on comprend pas très bien, je pense, parce que les gens en Occident ne font plus de service militaire, mais un être humain peut pas rester 6 mois, 9 mois, 10 mois, 3 ans sans être relevé, sans retourner. Et on voit dans les récits de soldats ukrainiens, moi je suis sur les canaux ukrainiens, un effondrement du temps de repos. Parce que la première année, ils arrivaient encore à aller faire des allers-retours voir la famille. Et là, il y en a qui restent des mois et des mois, qui repartent. Il y a 2 jours de relève, puis en fait, au bout de 2 jours, ils repartent, ce qui pas assez pour ce... Il y a un vrai parallèle que l'on peut faire entre le conflit de 14-18 et ce conflit qui a lieu en territoire ukrainien. Au-delà du parallèle des formes avec les tranchées et la prédominance de l'artillerie. C'est quand même saisissant. Oui, bien sûr. Ça marque les gens, quand même. Personne n'aurait pensé avant ce conflit qu'on aurait eu ce retour aux guerres de position comme ça. Hein. D'ailleurs, la première partie du conflit, lorsqu'on voit les grandes avancées russes, cette espèce de blitzkrieg qu'ils ont mis en place sur les 2 premiers mois de la guerre, eh bien, on était plutôt sur des schémas qui parlaient à tous les militaires occidentaux, puisque c'était des poussées blindées, ainsi de suite. C'était un peu une référence à la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, on est dans ce retour à la configuration de la Première Guerre mondiale, et avec une particularité qui est intéressante, puisque à cette époque-là, en 14-18, notamment sous l'impulsion de Pétain, les forces armées françaises ont instauré des tours de manière à ce qu'il y ait des relèves et des unités qui étaient au repos, ce qui n'était pas le cas du côté allemand. Et du côté allemand, justement, il y a eu une forme d'épuisement au bout d'un certain temps des forces qui étaient en face, et également un épuisement de l'arrière qui a contribué au délitement du front allemand après les dernières offensives alliées en 1918. Donc, ce parallèle-là est très intéressant, parce que quand on regarde la stratégie russe actuellement, bien sûr, elle est basée sur une attrition des forces qui sont sur le front, et également des moyens logistiques qui sont sur l'arrière du front, mais surtout, elle est combinée avec des frappes stratégiques sur les infrastructures vitales ukrainiennes et les infrastructures du complexe militaro-industriel, et on voit que très clairement, les Russes cherchent à faire plier les Ukrainiens, je dis bien plier, hein. On en reviendra après puisque je sais que tu vas aborder ce sujet sur les possibilités de négociation, mais il va faire plier les Ukrainiens par épuisement des forces, mais épuisement également des forces économiques et également moralement de la population. C'est d'ailleurs très frappant quand on est en Russie, quand on écoute leur TF1, le premier canal, la radio d'État, les critiques sont assez ouvertes contre Poutine, de ne pas avoir fait ça. Et la référence qui est importante pour les Russes, parce qu'ils sont très proches des Serbes, c'est pourquoi on n'a pas fait ça tout de suite, comme a fait l'OTAN contre la Serbie la Yougoslavie de Milosevic. 78 jours de bombardement où on détruit toutes les raffineries, les centrales, les ponts, et on capitule. Parce que c'est intenable, en fait, la vie. Or, maintenant, c'est à ça qu'ils sont en train de basculer, les Russes. Oui, alors ils ont commencé à le faire il y a un peu plus d'1 an, quand même. Mais là, maintenant, ils ont la capacité de frappe qui est nettement augmentée, que ce soit en termes de drones gérants, mais également d'autres missiles, que ce soit les missiles balistiques ou les missiles de croisière. Oui, il y a quand même une différence d'échelle entre la Serbie et l'Ukraine en termes de superficie, de concentration, de nombre de populations. C'est quand même un territoire qui est très vaste, l'Ukraine, ce qui fait que les frappes stratégiques, quand même, arrivent plus ou moins à se diluer. C'est la différence entre l'Ukraine et, par exemple, Israël, lorsque Israël a subi les 12 jours de
de frappe iranienne sur un territoire qui est tout petit, où tout est concentré, en fait. Et dans le cadre d'un affrontement stratégique avec des frappes de ce type-là, le pays qui a une petite superficie où tout est concentré, évidemment, il est quand même en difficulté par rapport à un pays qui est vaste et qui peut masquer et puis éparpiller ses infrastructures vitales comme l'Iran, justement. Oui, c'est vrai que l'Ukraine, en tout cas de ses frontières de 91, à part la Russie, est le plus grand pays d'Europe, de très loin même. Mais néanmoins, là, Kiev, on n'en parle pas beaucoup dans les médias en France, mais Kiev c'est parfois 2 heures d'électricité par jour, avec des nuits entièrement noires sur des quartiers complètement noirs. À l'approche de l'hiver, c'est pas une très bonne chose. Ouais, mais c'est centre urbain. le but, en fait, de s'attaquer au réseau d'électricité, même si ça a des effets sur la population, le premier but, c'est d'hypothéquer complètement la production industrielle, les derniers éléments du complexe militaro-industriel, notamment tous ces petits ateliers de drones qui sont une réalité, qui ont été éparpillés justement de manière très adroite par les Ukrainiens, avec quelques risques quand même pour les populations, puisqu'ils sont éparpillés de manière à être camouflés et ne pas être repérés par les Russes, mais ce qui fait que lorsque les Russes les repèrent, eh bien, ils tapent, forcément dans des endroits où il y a une proximité importante entre les civils et puis ces ateliers du complexe militaro-industriel. Et puis, bien sûr, tout l'aspect logistique, puisque le réseau ukrainien ferroviaire, qui est un des réseaux les plus développés, d'ailleurs, d'Europe, fonctionne exclusivement et quasi essentiellement avec des locomotives électriques. Alors, pendant ce temps, il semble que du côté européen, rien ne change, tout en étant pris en même temps dans une sorte de panique. Parce qu'ils ont mal pris les premières propositions de Donald Trump, en particulier à Anchorage. On se souvient que l'évolution principale à la sortie de ce sommet en Alaska entre Trump et Poutine était que Donald Trump avait basculé sur la position russe en disant « il n'y aura pas de cessez-le-feu ». Il faut une solution globale, qui est la position des Russes. Il n'y aura pas de cessez-le-feu, il le répète depuis 18 mois. Et là-dessus, les Européens sont revenus voir Donald Trump, et maintenant, lui aussi revient sur cette idée, il faut s'arrêter là, sur la ligne de « il faut que les gens arrêtent de mourir ». Ce que les Russes répètent, il n'y aura pas de cessez-le-feu, et comme tu le dis, dans le momentum, ça n'a aucun sens. Et on parle à nouveau de nouvelles armes magiques. Alors, il y a eu les Javelin, puis après il y a eu les chars, puis après il y a eu les F-16, puis après et maintenant il y a les Tomahawk. Et donc ce hameçon, alors je sais pas si c'est pour la négociation qu'a lancé Donald Trump, et puis là, pour le coup, les Russes ont réagi en disant non, la ligne rouge, on basculera dans autre chose. Discussion entre Trump et Poutine, rétropédalage de Trump, mais en même temps il dit allez, on fournit des armes à l'Ukraine, et les Européens qui font le plan B, dont tu as parlé dans tes analyses sur X, qui est on double encore plus, on envoie encore plus de moyens pour que la guerre continue, en fait. Ouais. D'abord, pour revenir sur le sujet Tomahawk, honnêtement, c'était une fable depuis le départ, qui a été agitée ou soufflée à Trump, certainement par une frange, on va dire, néoconservatrice de son entourage, ou peut-être du Congrès, avec les sénateurs républicains du Congrès qui sont très, très va-t-en-guerre contre la Russie. Mais sur un plan technique, c'était impossible, puisque c'est essentiellement un missile naval. Et ensuite, sur le plan stratégique, ça pouvait créer un précédent, puisque très, très clairement, alors on sait très bien qu'il y a forcément des techniciens américains qui sont présents pour aider à l'utilisation et à la maintenance, par exemple, des Patriotes, ou même des systèmes HIMARS, qui lancent les missiles HIMARS. C'est ce qu'avait dit Poutine à la conférence de Valdai. Oui, mais c'est inévitable. C'est inévitable, de même que pour mettre en œuvre les Storm Shadow ou les Scalp, il faut qu'il y ait des techniciens français ou britanniques qui soient présents, ne serait-ce que pour programmer les missiles, et participer également à la validation des cibles. Donc là, c'est un fait. Mais là, par contre, il est clair que l'utilisation du Tomahawk, c'est une utilisation 100% américaine. Donc là, on n'était plus dans le cadre d'une guerre, on va dire par proxy entre la Russie et puis les États-Unis. On était directement là dans un affrontement direct, donc avec des conséquences forcément sur le plan stratégique.
et les Américains n'y ont aucun intérêt. Et en plus, même sur le plan militaire, on serait peut-être mis en difficulté, non pas parce qu'ils n'ont pas la masse et la qualité, mais parce que dans certains domaines, les Russes ont une suprématie technologique, ne serait-ce que sur les vecteurs hyper véloces, que pour l'instant, les Occidentaux, notamment les États-Unis, n'ont pas. Donc, ils n'y ont pas intérêt, ils n'auront d'autant plus pas intérêt que, globalement, ils ont atteint leurs objectifs géopolitiques, qui est le découplage entre la Russie et puis la vieille Europe. Hein, et ensuite, parce que ils ont l'adresse de réussir à faire prendre en compte par les Européens la défaite qui malheureusement devrait arriver de l'Ukraine, alors que c'est une guerre qui globalement avait été déclenchée d'après des objectifs géopolitiques états-uniens. Donc les Européens, pour en revenir aux Européens, puisque tu en as parlé, alors eux, ils sont prisonniers de leur posture radicale qu'ils ont exprimée dès le début de cette guerre. Alors le président Macron, au départ, était plus nuancé, mais très rapidement, il a changé de portage. Et maintenant qu'ils sont prisonniers et qu'ils n'ont surtout jamais eu de stratégie propre dans cette guerre. Ils ont épousé la stratégie de l'ancienne administration américaine, celle de l'Ukraine ensuite, hein, et puis maintenant, face à la pression qui s'exerce sur le front ukrainien de la part des Russes, et puis à des perspectives globales qui sont plutôt pas très encourageantes, ils se trouvent coincés et ils sont dans un objectif de dire, eh bien, on va tenter de faire durer la guerre 3 ou 4 ans de manière à ce que la Russie s'épuise. Et que l'on arrive à un espèce de statu quo avec une ligne de démarcation sur le modèle coréen, avec une non-reconnaissance des territoires qui auraient été conquis par la Russie, mais avec toujours cette situation de guerre ouverte ou larvée, un petit peu, oui, exactement le modèle coréen, entre la Russie et l'Ukraine. Alors, c'est une stratégie qui est assez nihiliste, hein, puisque à partir du moment où les États-Unis ont dit qu'ils ne paieraient plus rien pour l'Ukraine, que c'est les Européens qui allaient tout payer, il faut comprendre que depuis juillet-août, l'aide militaire à l'Ukraine a baissé de 53%. Hein, puisque les Américains ont arrêté, et que les Européens, malgré toute leur bonne volonté, eh bien, tout simplement, d'abord, ils n'ont plus beaucoup d'argent. Hein. Il suffit de regarder l'état des finances de la plupart des pays européens, surtout des grands pays européens. Hein, et puis surtout... Ça a vraiment baissé. Oui, oui. Ben, on est à 47% là. Et puis surtout, il n'y a plus de stock. Et les Américains, eux, ont proposé, bien sûr, de pallier cela en vendant des armes aux Ukrainiens qui seraient achetés par les Européens. Donc il y a un vrai problème et une impasse pour les Européens, qui est avant tout un problème financier, parce que l'Ukraine, depuis le début de cette guerre, repose exclusivement sur des financements de ses alliés, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan du fonctionnement de l'État ukrainien. Et le risque, hein, qui est ouvertement d'ailleurs évoqué par les dirigeants européens, c'est que au-delà du premier trimestre 2026, eh bien, il y ait tout simplement plus de moyens de financer la guerre en Ukraine, et la guerre des Ukrainiens, et l'État ukrainien. Et c'est pour cela qu'en ce moment, il y a eu toutes ces discussions sur la confiscation des avoirs russes, parce qu'ils sont dans une impasse, puisqu'ils n'ont plus les moyens, et qu'ils sont en train de chercher, en fait, une solution qui permettrait de financer les Ukrainiens pendant encore 2 ou 3 ans. Alors, il semblerait qu'ils s'orientent vers un modèle de prêt communautaire, un petit peu comme celui qui avait été fait lors de la crise du Covid pour acheter les vaccins. Hein. Donc, on serait sur ce partage. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a des États qui sont de moins en moins solvables. Hein, donc, c'est une vraie difficulté. Mais tout ce plan-là de chercher à appuyer l'Ukraine et soutenir l'Ukraine pendant 2 ou 3 ans, ça obère quand même un fait majeur, c'est que la ressource humaine, c'est la ressource humaine. C'est que le problème de l'Ukraine, en fait, en ce moment, c'est... Certes, il y a des problèmes matériels, mais le premier des soucis, c'est surtout un problème de ressources humaines. Et c'est terrible dans la mesure où c'est un pays qui faisait environ 41 millions d'habitants au début de la guerre, et il y a environ 11 millions d'Ukrainiens qui sont maintenant à l'extérieur, environ 8 millions qui sont dans les pays d'Europe, et puis environ 3 millions, bon ça on en parle moins, hein, qui sont également partis en Russie. On avait parlé avec Jacques Sapir, en fait, ils ont fait un recensement en Ukraine, ils sont tombés à 28.
Comment? 28 millions. Ouais, 28 millions. Donc, voilà. Donc là, c'est un effondrement. Donc, c'est terrible quand même. Il y a un quart de la population qui a disparu. Et une population, globalement, qui est plutôt jeune, hein, que ce soit hommes et femmes, et qui est plutôt une population qui, en plus, ne reviendra pas. Hein, ils ne reviendront pas dans cette Ukraine post-guerre qui risque d'être en très, très grande difficulté, bien sûr, sur le plan de ses infrastructures et sur le plan de son économie. Et sur ce point humain, est-ce que tu penses qu'on entend une petite musique en Europe, l'aile droite en Pologne, certains en Hongrie, en Roumanie. Alors, pourquoi en Pologne? Parce qu'il y a 2 millions d'Ukrainiens en Pologne, dont beaucoup de jeunes hommes. Et ils disent, bon, on les aide. Ils ont été là pendant 3 ans, mais le front, il est là-bas. Il y a eu des discussions. Est-ce qu'on va pas renvoyer ceux qui sont réfugiés ou qui ont l'âge de combattre en Ukraine? Est-ce que quelque chose de cet ordre-là serait possible? D'abord, une première réflexion, c'est que lorsque tu as un quart de la population qui est partie comme ça d'Ukraine, et dont, on va dire, imaginons 50% de mobilisables globalement, c'est quand même un fait qui va à l'encontre de ce que l'on entend dans les médias et sur les plateaux télé. C'est qu'il n'y a pas de vrai consensus quand même en Ukraine dans cette guerre. C'est que c'est énorme comme fuite de population dont une partie est certainement mobilisable. C'est plus la désertion actuelle. Oui, plus les désertions actuelles. Mais cette fuite a commencé dès le départ, alors qu'au départ, il y a eu quand même un élan patriotique, notamment lors de la première année de guerre, un élan patriotique en pensant qu'ils avaient la capacité de vaincre les Russes et surtout de recouvrer les territoires qui étaient ceux de leur frontière de 91, frontière de 91 de l'Ukraine. Donc maintenant, ils savent pertinemment aussi que c'est compliqué, que c'est infaisable humainement et militairement. Et de ce fait-là, je ne parle pas des troupes qui sont sur le front, puisqu'elles sont dans une logique qui est différente, puisque d'abord il y a des bataillons et des unités qui sont très idéologisées, hein, qui sont de vraies unités nationalistes, et qui, à mon avis, se battront jusqu'à la fin, et verraient très très mal que, selon ce que réclament les Russes, que les troupes ukrainiennes reculent jusqu'aux limites des oblasts revendiqués sans combat. À mon avis, c'est impensable pour eux, et c'est également impassable, d'ailleurs, pour les mêmes raisons, pour le pouvoir ukrainien, qui, dans ce cas-là, pourrait être mis en difficulté par ces unités qui auraient reflué sur ordre, et qui deviendraient des espèces de corps-francs qui seraient susceptibles de déstabiliser l'État ukrainien en interne. Donc, puis même sans l'idéologie, il y a ce sentiment qu'on lit dans tous les récits de guerre. On est là avec les camarades et qu'on est plus. Tout le temps, partir, c'est abandonner ses copains d'armes avec des liens parfois plus forts qu'avec les familles. Donc, oui, bien sûr. En plus, il y a ce lien idéologique quand même. Ce lien idéologique. Oui, en plus, qui rajoute. Je ne vais pas faire de mauvaises comparaisons, mais tu comprends ce que je veux dire. Hein. Donc on est sur ce format-là. D'ailleurs, on voit très bien que les unités qui tiennent ou qui sont amenées à contre-attaquer sur les avancées russes sont ces unités de ce type-là, comme Azov, par exemple, qui est devenu un corps, un corps qui est en fait une division, hein, mais un corps selon la nouvelle réorganisation de l'armée ukrainienne. On est sur ce type d'unité. Mais c'est pas. Je pense que c'est ça que tu évoquais, mais c'est vrai, quand on regarde la Deuxième Guerre mondiale, il y a cette surprise chez les généraux russes de constater que les unités allemandes, en particulier les SS, se sont jamais débandées. Ouais, même à la fin, jusqu'à la fin, les unités allemandes, notamment les unités idéologisées qui avaient une réputation d'unité solide, comme la Grossdeutschland par exemple, ont toujours eu une capacité de contre-attaque. En fait, et ça a surpris des deux côtés, d'ailleurs aussi bien à l'ouest côté américain qu'à l'est côté russe. Et on est dans ce cas de figure. Alors même que c'était foutu. Oui. Alors on pourrait même aller au-delà, puisqu'il y a eu les Werwolf avec les maquis. Les maquis post-guerre, notamment, qui ont beaucoup officié en territoire ukrainien pour lutter contre l'armée rouge. Donc, il y a quand même ce risque potentiel pour l'État ukrainien, si jamais ils acceptaient, aux demandes des Russes, de se retrouver avec ces unités-là qui pourraient se retourner et ne pas accepter les défaite. Ce qui est compréhensible. Après 3 ans de guerre, tous ces sacrifices. Alors, j'en reviens, en fait, au problème... mobilisables, ceux qui sont partout, là, en Europe.
Oh, il y en a beaucoup qui sont mobilisables. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, certains Ukrainiens qui sont en France, qui font des manifestations avec le drapeau ukrainien, mais je pense que dans ce cas-là, il faut aller au bout de la logique. Hein. Mais est-ce que les États européens, enfin les dirigeants européens qui veulent la continuation de ce conflit, parce qu'ils y poussent, est-ce qu'ils ne seraient pas tentés de se dire, le matériau, ils peuvent pas envoyer leur propre armée, parce que c'est pas possible. Ça va être évoqué à un moment donné, mais c'est compliqué quand même sur le plan des droits de l'homme. Et puis ce sont des personnes qui sont en train de s'intégrer. En fait, elles ne vont pas revenir en Ukraine. C'est les Allemands qui en avaient parlé il y a 1 ou 2 ans. Mais on a vu que très rapidement, c'était compliqué. Les Polonais aussi en avaient parlé, pour les raisons que tu imagines et que tu as citées. Non, ça me paraît irrévocable. Et surtout qu'en ce moment, ils arrivent à mobiliser à peu près 30 000 hommes, ces statistiques ukrainiennes que j'ai lues il y a 2 jours, 30 000 hommes par mois, et sur les 30 000, il y en a entre 10 et 20 000 qui désertent quasiment entre le moment où ils ont été mobilisés et ensuite l'arrivée dans les unités sur le front. Donc il y a un vrai sujet de désertion qui est évoqué par certains députés de la Rada qui évoquaient officiellement environ 300 000 hommes qui auraient déserté, sachant que les commandants des unités ukrainiennes cachent certainement certains effectifs qui seraient également dans la nature. On ne sait pas trop s'ils ont déserté ou pas, mais ils ne sont pas revenus dans les unités, parce qu'évidemment, ça pourrait être préjudiciable vis-à-vis de l'image qu'ils projettent pour le commandement, pour leurs supérieurs. Donc il y a un vrai sujet, mais qui est compréhensible. Mais quoi qu'on en dise, le front ukrainien tient quand même. Alors pourquoi il tient ? Parce que en face, les Russes sont extrêmement prudents, que les effectifs de l'armée russe sont quand même pas pléthoriques pour un front de 1200 km. Et c'est environ 700 000 hommes, selon les Russes. Environ 700 000 hommes, ce qui est quand même pas très important, donc il doit y avoir énormément d'espace lacunaire. Ensuite, le mur de drone a produit son effet quand même pendant quasiment 8 mois, et ça a été quand même une stratégie qui a été efficace pour empêcher les Russes de recommencer à avoir des poussées blindées mécanisées, puisqu'ils avaient adapté leur tactique offensive en fonction justement de ce mur de drone ukrainien. Donc, globalement, le front ukrainien a tenu jusqu'à présent. Mais là, on sent maintenant, quand on regarde, c'est on sent qu'il y a quand même des brisures, des faiblesses qui se multiplient sur toute la longueur du front. Et en fait, ça se comprend tout simplement. Après 3 ans de guerre, avec des unités qui sont rarement relevées, il faut se rappeler de la 47e brigade mécanisée ukrainienne qui a été un petit peu l'unité pompier du front, qui a été engagée sur l'offensive d'été des Ukrainiens, après qu'il a été également engagé à l'ouest de Bakhmout, qui est d'ailleurs on n'entend plus parler, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais maintenant c'est essentiellement Azov qui joue ce rôle. Oui, mais par rapport à ce que tu dis, vaut mieux écouter les médias ukrainiens que LCI, parce que sur les médias ukrainiens, on a justement, comme tu dis, des députés de Zelensky, du pouvoir, et des militaires qui s'expriment à la télé. C'est très intéressant de voir ça, puisque sont quand même c'est un pays en guerre. Alors même si l'information est verrouillée, on voit qu'il y a quand même des gens qui à la télévision, des gens qui sont interviewés, qui s'expriment librement, de même que toi, tu as pu le constater en Russie, ce qui est quand même assez étonnant des deux côtés. C'est vrai que c'est difficile avec tous les canaux Telegram, mais on est dans une époque différente. Maintenant, bien sûr. Des choses bien sûr. Comme 14-18. Bien sûr, mais même si tous les partis d'opposition ont été interdits en Ukraine, il y a quand même encore cette liberté de parole qu'on peut constater sur des médias, on va dire, de mainstream, de grand chemin en Ukraine. Et d'ailleurs, c'est comme cela qu'on a de l'information. Ou même le journal de Kiev, j'ai oublié le nom, là. C'est l'équivalent de la Pravda, l'ex-Pravda, j'ai oublié le nom. Il y a une Pravda de Kiev. Oui, c'est ça, la Pravda de Kiev, qui également a des articles qui sont assez critiques. Et alors, toi qui conseilles des petites entreprises et des grandes entreprises sur gestion de crise, de problèmes, compte tenu du tableau que tu dresses, ça n'a aucun sens, la position des dirigeants européens, des Macron, des Starmer. Parce que j'ai l'impression que tu dirais comme un Mersheimer, mais
objectivement, Berchemel n'arrête pas de le dire pendant un an, c'est perdu. Ça sera perdu plus ou moins vite, ça sera perdu, mais ça sera perdu si signer là la perte de 4 trucs, accepter qu'elle sera pas dans l'OTAN, et on arrête le frais. Parce que sinon, ça va aller jusqu'au Dniepr. Et puis, Non. ça va finir en encore pire. La première des choses en gestion de crise, c'est savoir où est-ce qu'on met le centre. Là, on va parler des Européens. Les Européens. Donc, une situation de guerre, c'est la situation paroxystique d'une situation de crise. Hein. Dès que tu es dans une situation de ce type-là, d'ailleurs c'est le même type de raisonnement lorsque tu planifies une opération militaire, tu pars de scénarios, hein, et tu vas, une fois que tu as établi le scénario qui serait le plus critique pour toi, eh bien tu évites que ce scénario se développe. Mais pour cela, il faut également que tu aies pris conscience de tes intérêts dans cette situation. Hein, puisque c'est le point de gravité des Européens. Tu vas éviter que tes intérêts soient attaqués ou mis en difficulté par ce scénario le plus critique. Hein. Parce que les Européens ne sont pas les Ukrainiens. Moi, je comprends la position du président Zelensky. Son pays est agressé, il est dans une situation existentielle sur le plan de ses frontières, donc il défend son pays. Et quel que soit le gouvernement ukrainien, puisqu'on peut très bien critiquer le président Zelensky, ce sera un autre gouvernement, il serait dans la même situation. Et de l'autre côté, en Russie, quel que soit le gouvernement, hein, on parle du président Poutine, mais ça pourrait être un autre dirigeant russe, ils sont également dans une situation qu'ils considèrent comme existentielle. Donc eux, leurs intérêts stratégiques sont assez clairs. Hein. Les Ukrainiens, c'est défendre leur territoire et maintenant c'est quasiment impossible le reconquérir, mais éviter que les Russes avancent trop, en tous les cas. Et puis côté russe, c'est créer en fait un espèce de glacis stratégique en Ukraine, avec sur un territoire en plus qui, sur le plan symbolique et historique, ne leur est pas étranger, loin de là. Par contre, les Européens, quand je dis les Européens, hein, d'une manière générale, même si tout cela c'est assez faux comme approche, puisque dans ces Européens, il y a des situations historiques et stratégiques qui sont très très différentes, et des poids également relatifs qui sont très très différents. Quand on parle des 3 pays baltes, ils ont un lourd passé avec la Russie, notamment avec la Russie tsariste, parce que il ne faut pas oublier que les pays baltes, pendant de très nombreuses années, ça a été des provinces de la Russie tsariste. Hein. Alors après, ils ont connu également l'ère soviétique, même s'ils ont eu un petit passage qui n'a pas duré très très longtemps d'autonomie pour le reperdre après, d'indépendance. Ensuite, il y a tous ces pays qui ont également une vieille histoire avec la Russie. La Pologne, c'est des siècles d'histoire et d'affrontements entre la Pologne et la Russie, avec même une Pologne qui avait envahi la Russie, qui avait même mis en place un tsar polonais pendant un moment. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, il a terminé éparpillé au bout d'une bouche de canon, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça on l'oublie également, hein, parce que la grande Pologne était une nation conquérante. Il y a la Hongrie, l'ex-Tchécoslovaquie, avec ces 2 pays, qui ont subi dans les années 50 et 60 quand même des agressions caractérisées sur leur territoire, et notamment sur leur capitale, que ce soit à Budapest ou à Prague. Donc il y a ces vieux atavismes, et puis après il y a les intérêts de certains pays qui sont très très périphériques dans cette Union européenne. Très honnêtement, pour l'Espagne, le sujet ukrainien, c'est pas un sujet. Pour l'Italie, on le voit très bien, Mélanie est très très distante par rapport à ce sujet-là. Elle est très, on va dire, modérée. Et puis alors, que dire de la Grèce, qui elle est en affrontement direct sur le plan géopolitique et géostratégique avec la Turquie. Et n'oublions pas que dans ce cadre-là, puisque quand on parle de pays européens envahis par une puissance étrangère, n'oublions pas que 40% de Chypre, qui a rejoint l'Union européenne, est sous la coupe des Turcs. Hein. Alors, avant de s'intéresser... Depuis 73. Avant de s'intéresser, c'est légitime, à ce qui se passe en Ukraine, on aurait pu également s'intéresser à ce qui se passait à Chypre, et surtout éviter que Chypre rejoigne l'Union européenne alors qu'elle était dans une situation stratégique très très particulière. Parce que, il ne faut pas se leurrer, l'occupation du nord de Chypre par les Turcs, bien c'est acté.
hein, il n'y aura pas de retour en arrière. Surtout qu'il y a eu des déplacements de population à cette époque-là, avec quelques massacres, surtout côté turc d'ailleurs, pour éviter que les populations qui étaient de langue grecque restent sur la partie turque. Et des importations de population pour repeupler. Exactement, des importations de population pour repeupler dans les maisons qui avaient été abandonnées par les autres. Donc c'est un exemple qui montre que dans tout cela, il y a des intérêts qui sont... Et c'est ce qui va se passer en Ukraine dans un cas ou dans l'autre. Et puis cette Union européenne, c'est une espèce de mosaïque de pays également de taille très très différente. Il y a des pays comme Malte, hein, des pays également comme les pays baltes, qui ont à peine, pour certains, entre 1 million et 2 millions d'habitants, la plupart, et avec... pour certains, des grosses communautés russophones, voire russes, hein, comme l'Estonie, avec environ 25% de sa population qui est russe ou russophone. Donc avec toujours cette implantation historique du monde russe dans ces pays-là. Et puis les grands pays historiques de l'Union européenne, les grands pays fondateurs de la communauté européenne, l'Italie, la France, l'Allemagne, qui sont les contributeurs principaux à cette Union européenne. Et avec un acteur un petit peu extérieur, mais qui s'est initié dans le jeu, notamment dans la coalition des volontaires, c'est la Grande-Bretagne, hein, qui a, elle, une histoire séculaire presque d'affrontement avec la Russie, hein, cette grande puissance tellurique. On notera peut-être un commentaire après ça. Là, récemment, les Russes, en particulier par la voix de Vladimir Poutine, ont déclaré la Grande-Bretagne comme partie prenante. Ils ont dit le MI6, ouais. C'est le MI6, donc les services de renseignement extérieur britanniques, James Bond, qui mènent des opérations contre nos avions, c'était l'attaque contre les bombardiers stratégiques, contre les raffineries, c'est eux directement. Ils ne disent même plus les Ukrainiens, c'est eux. Oui, mais alors, de toute manière, toutes les actions clandestines des Ukrainiens, que ça soit les actions de leur brigade d'infanterie de marine, c'est une grande spécialité quand même des Britanniques, ça. Les forces spéciales ukrainiennes lorsqu'elles faisaient des opérations sur la presqu'île de Crimée, les drones navals, au départ c'est une technologie britannique, hein, donc les Britanniques sont très très impliqués dans cet affrontement. Alors, on en revient à ce que tu disais, puisqu'on parlait de gestion de crise, c'est quels sont les intérêts des Européens. Honnêtement, si on prend la globalité des intérêts européens, l'intérêt de l'Union européenne, au-delà de leurs dissensions et de leurs atavismes ou histoires différentes, c'est que au départ, ce conflit soit le plus court possible. Pourquoi ? Parce que ce n'est jamais très intéressant pour une communauté économique comme ça d'avoir un conflit larvé entre un pays quand même important comme l'Ukraine et une grande puissance nucléaire à ses portes. Et ensuite, la prospérité économique européenne reposait en grande partie sur de l'énergie à bas coût, du gaz à bas coût, qui passait soit par Nord Stream avec le hub allemand, soit également par les gazoducs qui traversaient l'Ukraine et qui arrivaient en général ou en Pologne, ou en Hongrie, ou dans d'autres pays de l'ex-URSS. Donc, il y avait intérêt à ce que le conflit se solde le plus rapidement possible, qu'on arrive à des négociations équitables entre les deux parties. Donc, c'était tout l'objet, en fait, de tout ce qui s'est passé en début du conflit. Or, ces négociations ont été systématiquement sabotées, soit par les Britanniques et avec l'assentiment, quand même, des Européens. Donc, on peut s'interroger quand même sur la conscience des Européens sur leurs intérêts propres. Alors, quand je dis leurs intérêts stratégiques globaux sur le plan de la prospérité économique par rapport à ce conflit. Donc maintenant, comme ils n'ont pas défini leurs intérêts par rapport au scénario le plus critique, le scénario le plus critique qui pouvait être que, et on est en train d'y arriver, hein, au lieu d'être sur un scénario favorable de compromis entre les deux adversaires directs, que ce soit l'Ukraine et la Russie, on va arriver vers une solution militaire qui sera très probablement défavorable à l'Ukraine. Et bien, que feront-ils après ? Eh bien, ils auront perdu énormément de choses dans cette affaire. Ils se seront endettés. Ils auront perdu, pour certains pays et grandes entreprises, le marché russe, qui était un marché très très intéressant sur le plan des possibilités de développement. Il faut demander à Renault, hein,
3 milliards d'assets de mémoire sur d'euros. 1% du marché automobile. Exactement. Sur un pays de 150 millions premier employeur en Russie. Donc toutes ces usines ont été vendues au rouble symbolique et récupérées par des entreprises ou autochtones ou chinoises. Le marché de l'énergie. Alors, je crois que BYD met des cierges en remerciement à la France. Le marché de l'énergie. Alors, on voit que Total, avec son PDG Pouyanné, arrive à préserver à peu près ses intérêts, puisque comme c'est une entreprise totalement privée, ils arrivent à jouer notamment sur les perspectives qu'ils ont de développement en Arctique. Mais ensuite, que dire des Allemands? Le miracle industriel allemand, il repose sur l'énergie à bas coût russe. Et par effet de corrélation et de conséquences, comme la santé économique de l'Union européenne, globalement, repose sur la santé économique de l'Allemagne, alors on peut le contester, on peut le critiquer, puisque ça c'est un autre sujet, mais de fait est que si l'Allemagne est malade, tout le monde va tousser et va devenir malade, en fait. À part peut-être quelques pays qui sont sur la frange méditerranéenne, qui sont un petit peu en dehors de cette sphère centre-européenne et à laquelle, malheureusement, la France, pour différentes raisons, s'est accrochée. Alors qu'on aurait pu jouer sur le plan géopolitique la carte de la Méditerranée en se raccrochant à l'Espagne, l'Italie et d'autres pays comme la Grèce. En tous les cas, on se retrouve dans cette situation-là et avec une situation d'impasse. Et on ne peut être qu'inquiet parce que lorsqu'on observe les dirigeants européens, alors même si certains sont en train de bouger en ce moment, puisqu'on voit que le chancelier allemand en ce moment est en train de bouger, puisque forcément ce n'est pas une récession qui est en Allemagne, c'est une désindustrialisation qui se développe à grands pas. Et avec des perspectives pour le marché automobile, mais également pour le secteur des machines-outils, qui était vraiment le secteur prépondérant de l'économie allemande, de sa prépondérance industrielle. Ils vendaient des machines-outils aux États-Unis, et notamment à la Chine. Eh bien, il y a de grandes inquiétudes, et puis le patronat allemand est également très fébrile en ce moment. Et moi, je ne serais pas étonné que si on arrive à un arrêt des opérations militaires avec une forme de traité de paix plus ou moins équilibré, parce que malheureusement, je crains qu'ils soient un petit peu déséquilibrés en défaveur de l'Ukraine, eh bien, je ne serais pas étonné que les Allemands, quelque temps après, de manière à rester à peu près décents par rapport à la fin de cette guerre et surtout à leur positionnement antérieur, fassent tout pour réouvrir le gazoduc de Nord Stream. Mais du coup, on parlait de négociations, quel est le sens de bloquer toutes les négociations, parce que dès qu'il y a une petite mouvement, mais parce qu'ils sont l'acteur principal de l'arrêt des négociations. Ils sont sortis de toute rationalité. Ils sont tous prisonniers de leur posture et des discours qu'ils ont faits. C'est terrible, c'est terrible. Ils ne savent pas comment, en fait, faire marche arrière. C'est qu'en fait, ils ont épousé la cause ukrainienne comme s'ils étaient d'abord l'Ukraine, comme si l'Ukraine était un pays de l'UE ou de l'OTAN, ou comme s'ils étaient les dirigeants de l'Ukraine. C'est absurde. C'est absurde. Ils auraient pu avoir une position plus subtile et équilibrée, comme par exemple celle de la Turquie, qui a quand même aidé l'Ukraine et qui, de toute façon, joue son propre jeu en fonction de ses intérêts. Mais le problème, c'est que les dirigeants européens n'ont jamais réfléchi, notamment ceux des grands pays européens. Alors, je mets un petit peu de côté l'Italie, quand même. L'Allemagne et la France ont joué un jeu qui va à l'encontre des intérêts nationaux et des intérêts de leur économie, des intérêts de leur population. Alors, on va voir que les Allemands, comme d'habitude, vont quand même bouger plus rapidement que les Français, parce que nous, malheureusement, je pense qu'on n'est pas en situation, en l'état, d'avoir une vision un petit peu changeante de notre positionnement sur ce conflit. Il faudrait qu'il y ait un changement d'exécutif, tout simplement en France, avec une nouvelle vision. Oui, c'est pas étrange que le chef d'état-major des armées, le général d'aviation Mandon ait des propos aussi politiques pour parler de conflits directs avec la Russie de 3 ou 4 ans. Je ne sais pas pourquoi, 3 ou 4 ans, est-ce que tu sais, toi moi, je pourrais donner une réponse technique. Depuis la fin du mur à l'Est, la fin de la guerre froide, les armées étaient taillées face à un ennemi
Hein. En général, tu tailles un armée, un modèle par rapport à un ennemi que tu envisages. Et ensuite, on a basculé dans des conflits asymétriques avec des ennemis qui étaient diffus, ce qui a conduit à réduire le format des armées avec des unités professionnalisées et également des moyens très très légers qui correspondaient au théâtre d'opération de ce moment-là, qui étaient essentiellement des théâtres d'opération où on devait se battre contre des bandes de guerrieros. Hein. Alors, je schématise, mais c'est ça. Pas des armées sur le type de l'ex-armée soviétique, par exemple, ou du pacte de Varsovie. Là, les militaires, globalement, qui ont quand même souffert pendant de nombreuses années, pour eux, il faut se mettre dans la tête d'un chef d'état-major des armées. Le chef d'état-major des armées, lui, c'est de défendre un modèle d'armée, et le chef d'état-major d'armée également. Et quoi de plus confortable pour eux que d'épouser le discours politique, hein, et de dire, voilà, notre ennemi conventionnel, futur hypothétique, c'est l'armée russe, j'allais dire l'armée soviétique, c'est l'armée russe, parce que beaucoup de gens font le parallèle, mais il ne faut pas oublier que le pacte de Varsovie, de nombreux pays qui étaient dans le pacte de Varsovie, d'ailleurs tous, maintenant, ils sont dans l'OTAN. Maintenant. Donc l'armée russe, c'est pas l'armée du pacte de Varsovie. Et donc, c'est pour eux, c'est une aubaine. C'est une aubaine sur laquelle il serait assez inconséquent de ne pas se jeter dessus, en fait, hein, et de ne pas en profiter pour retailler un modèle d'armée. Donc ça, c'est évident. Par contre, sur le plan géostratégique et géopolitique, quand on regarde le positionnement de la France, je dis bien le positionnement de la France, avec son deuxième espace, premier ou deuxième, suivant ce que l'on prend en compte, deuxième espace maritime, et avec une présence quasiment sur toutes les parties du globe, on peut s'interroger quand même sur l'intérêt de se focaliser comme ça sur ce modèle d'armée face aux Russes. Sachant que les Russes, très honnêtement, même si Renaud Pillat a montré l'itinéraire qu'il pourrait prendre avant d'attaquer la France sur son portable, je vois mal, d'abord, pourquoi il le ferait, et avant qu'il le disait, comme le disait très bien également le général d'armée Fougère dernièrement lors d'une interview, si jamais il voulait le faire, avant qu'ils arrivent sur la France, honnêtement... Puis on a une force de dissuasion quand même. Surtout que le chemin de Renaud Pillat, il passe par les Carpates, les Alpes, le truc surtout qu'on a une force de dissuasion nucléaire, pour l'instant nationale, hein, et qui est faite pour ça, puisque la dissuasion nucléaire, même à l'époque du pacte de Varsovie, il y avait d'abord l'ultime avertissement avec l'engagement du corps blindé mécanisé face au pacte de Varsovie, et ensuite, il y avait à l'époque les frappes pré-stratégiques avec les missiles Pluton, le nucléaire tactique, et ensuite c'était directement la frappe stratégique. Donc c'était un peu oublié, ça, j'ai l'impression. Non, mais le problème, c'est... Mais même de se demander si... C'est un b.a.-ba quand même, la dissuasion bien sûr. En fait, le modèle d'armée française est taillé autour de la dissuasion nucléaire, même à l'époque de la guerre froide et de cette menace qui était quand même assez importante. Je parle en effectif, hein, je ne sais pas s'ils avaient vraiment l'intention de le faire, mais en tout cas qui était importante, du pacte de Varsovie... et c'était ça, hein, les armées françaises, le corps blindé mécanisé, ils s'engageaient dans la trouée de Fulda, ils faisaient sa mission de freinage, et si ça ne freinait pas assez, il y avait le feu nucléaire tactique, et puis ensuite, c'était le feu stratégique. Tu me contrediras si je me trompe, mais même si nous étions envahis par les Russes qui détruisaient la France à coups de bombes nucléaires, nous, on emmènera... et Moscou, et Saint-Pétersbourg, et Vladivostok, et Ekaterinbourg, et 10 villes russes. On a la capacité, on a environ 200 têtes nucléaires, on a la capacité à... Oui, puis là, une frappe en deuxième rideau. Oui, on a la capacité, de toute façon, à créer des dégâts importants et des drames humains sur le territoire, je suis sûr. Je veux dire. Mais ça, tout le monde le sait. D'où vient donc ces délires? Non, mais pense, en fait. Là, on touche à un sujet qui est très important, en fait, c'est que la dissuasion nucléaire, c'est une assurance, mais à partir du moment où tu utilises le feu nucléaire, forcément, tu es possiblement la cible également du feu nucléaire. C'est pour cela que lorsque on entend le président Macron qui parle d'étendre la dissuasion nucléaire à l'Allemagne, en fait, potentiellement, ça veut dire que, ou à la Pologne, parce que même les Polonais, évidemment, sont très intéressés, c'est-à-dire qu'en fait, on serait susceptible, je dis bien susceptible, je ne dis pas qu'on le ferait, on serait susceptible
d'ouvrir le feu nucléaire parce que, imaginons, les Russes, après avoir envahi totalement l'Ukraine, ce qui est improbable quand on voit quand même les difficultés qu'ils ont actuellement sur le front, envahiraient la Pologne. Parce que le problème, c'est pas que l'on le fasse, qu'on déclenche le feu nucléaire, mais à partir du moment où on est susceptible de le faire, on devient potentiellement une cible. Donc on peut très bien être l'objet d'une frappe en premier. Tu vois, Oui, bien sûr. frappe en premier, frappe en second. Donc c'est un sujet vraiment qui est à mon avis, très problématique au plan politique interne en France, sachant que les concepteurs de l'arme de dissuasion nucléaire dans les années 50 disaient que le nucléaire ne se partage pas. Alors, de temps en temps, pour aller dans ce sens-là, on dit que le général de Gaulle en avait parlé à un moment des temps de la dissuasion nucléaire à l'Allemagne. Très honnêtement, j'aimerais qu'on me sorte les écrits ou les discours du général de Gaulle parlant de cela. J'attends, puisque jusqu'à présent, les gens en parlent, mais on n'a jamais vu les références. Sachant que à l'époque, l'Allemagne était, entre guillemets, protégée par le feu nucléaire de l'OTAN, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OTAN, c'est d'abord une alliance nucléaire. L'OTAN a été créée, l'alliance de l'Atlantique Nord a été créée en 1949, parce que justement, les Russes avaient accédé au feu nucléaire à cette époque-là, et que les Européens ont eu peur et ont demandé aux Américains de les protéger par le feu nucléaire, d'où toutes ces bombes obsolètes, ce sont des bombes obsolètes, que l'on trouve réparties un petit peu partout dans des dépôts de l'OTAN en Europe, avec ces bombes américaines. C'est pour ça qu'il faut des F-35 pour imaginer, c'est une arme complètement obsolète. Ça veut dire qu'elle est lancée par gravité, ça veut dire que l'avion est obligé de pénétrer. Alors c'est là où on peut retrouver une cohérence d'ailleurs avec le F-35, puisqu'il est furtif. Mais en tous les cas, alors, je ne sais pas s'il peut mettre la bombe en soute par contre, parce que s'il ne met pas la bombe en soute, forcément, sa furtivité... elle disparaît, mais je pense que la bombe peut rentrer dans sa soute. Voilà, donc là, on peut retrouver une cohérence sur le dossier. Et c'est pour ça que les Allemands sont obligés d'acheter des F-35. Parce que les Américains, ils veulent que l'arme nucléaire de l'OTAN, donc l'arme américaine nucléaire, soit portée par des avions qui sont compatibles et certifiés, entre guillemets, par eux. Donc c'est un petit peu tout le piège de l'OTAN depuis le début, avec le matériel américain, que ce soit la vente des F-104 dans les années 50, 60, ensuite le marché du siècle avec le F-16, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que les Américains, quoi qu'on en dise, ne lâcheront jamais l'OTAN. C'est un marché pour leur complexe militaro-industriel qui est captif. Pour terminer et continuer là-dessus, est-ce que tu ne penses pas qu'une certaine manière, sans y croire réellement, parce qu'on n'a pas vu tellement s'ouvrir de chaînes nouvelles de fabrication de chars ou d'armes ou de canons en France, à moins que ça soit passé en secret, mais c'est un peu comme le Covid, on n'a pas plus développé d'armes que ça. S'il y a une menace, normalement, on est censé mobiliser plus de réservistes, développer les services militaires. Et est-ce que, comme ils ne le font pas, est-ce que tout ça n'est pas plutôt un cirque pour dévier l'attention publique, faire peur, pour ne pas s'occuper des problèmes tout à fait réels, qui sont la crise économique, financière, sociale, politique? Il est clair que sur le plan politique, alors c'est pas forcément quand même en train de réussir cette opération d'ingénierie sociale, parce que je pense que les gens ont quand même été très refroidis rétrospectivement avec ce qui s'est passé pendant la période Covid, puisque autant sur la première phase, ils étaient, on va dire, un petit peu sidérés. Mais ensuite, lorsqu'il y a eu le deuxième confinement, tout ça, le pass sanitaire, je pense que c'est quand même pas très bien passé dans une grande partie de la population. Et surtout maintenant, rétrospectivement, qu'il y a pas mal d'informations qui sortent, les gens se disent d'une certaine manière, on nous a raconté des fadaises. On a grossi le risque, surtout. Et donc, les gens sont quand même de plus en plus méfiants. Et on le voit très bien parce qu'il y a un sondage qui a été fait par CNews il y a à peu près 3 ou 4 jours qui est assez intéressant. Et pensez-vous que la Russie est une menace existentielle pour la France, ou est-ce qu'il y a un risque de guerre avec la Russie? Je crois qu'il y avait 31% qui disaient oui, et le reste c'était non, 68 ou 67%. Donc on voit que malgré tous les canaux qui sont déployés à cet effet, sans arrêt, et sans aucune contradiction quand même, ou de rares contradictions, et dès qu'il y a des contradictions, on leur dit vous êtes pro-russe. Bon, ça c'est quand même très intéressant, parce que la Russie soit inoffensive, non, la Russie n'est pas inoffensive, et que
ça se saurait. Hein. Par contre, que la Russie ait atteint aux intérêts vitaux de la France, pour l'instant, il n'y a pas de preuve avérée. Le seul moment où on a eu des intérêts vitaux qui ont été détruits et sabotés, c'est lors du sabotage de Nord Stream. Alors, au premier chef, bien sûr, des intérêts vitaux allemands, mais également français, puisqu'il y avait 1 milliard d'euros d'Engie qui étaient investis dans Nord Stream. Et de manière très curieuse, en l'état, les soupçons se porteraient sur l'Ukraine, officiellement sur l'Ukraine. Alors, quoi qu'il en soit, que ça soit vrai ou faux, et même si j'ai des doutes quant à cette explication un petit peu facile et exclusive, en tous les cas, jusqu'à présent, le seul État qui aurait attenté à nos intérêts vitaux, c'est l'Ukraine. Donc, on voit tout le paradoxe de tous ces éléments de langage qui peuvent être très, très facilement démontés. Donc, il faut rester sérieux et puis quand même bien analyser les discours des uns et des autres qui obéissent souvent à des séquences informationnelles ou désinformationnelles comme celle qui a eu lieu entre le faux brouillage du GPS de von der Leyen après les 19 drones sur le territoire polonais. Ensuite, les 3 MiG-31, même si les Russes ne sont pas tout blancs sur cette affaire-là, qui ont mordu sur l'espace aérien estonien. Ensuite, les drones sur les aéroports danois, également norvégiens. Et après, la superbe affaire du pétrolier béninois qui avait été armé par des Chinois et qui a résonné au large de l'Orient, de Saint-Nazaire, au large de Saint-Nazaire, et qui aurait servi de porte-drone. Non, mais ça a été quand même un grand moment. Et comme par hasard, juste après le sommet européen de Copenhague, qui devait être le summum des grandes décisions, comme d'habitude, il n'y en est pas sorti grand-chose, hormis des déclarations tonitruantes, mais sans effet opérationnel, eh bien, plus rien maintenant. Il n'y a que les Anglais qui sont en train de parler de drones sur leurs aéroports. Enfin bon, bref. Voilà où on en est. Alors en ce moment, on est en train de chercher c'est les Russes entre guillemets. Donc sur les plateaux télé, il y a quand même certains qui ont osé dire que le vol du Louvre, c'est les Russes. Là, il y a eu des problèmes sur le de Ligue. Il y a des problèmes sur le TGV Sud-Est. Je me dis, c'est peut-être les Russes aussi. Enfin, je veux dire, il faut rester sérieux. Alors, je dis pas que les Russes, comme je dis, ne sont pas inoffensifs, parce que quand on regarde les incendies qui ont eu lieu, il y a une dizaine d'incendies dans des usines du complexe militaro-industriel européen, en Bulgarie, en Tchéquie, de mémoire, en Allemagne, mais également en Grande-Bretagne, on peut se poser quand même certaines questions par rapport à l'origine de ces séquences-là. Mais ça, c'est un autre sujet, si tu veux. Là, on est vraiment... Mais par contre, on ne le mettra pas en avant, ce sujet-là, parce que ça met en exergue, en fait, la fragilité de nos infrastructures militaires, du complexe militaro-industriel, face à des actions qui pourraient être des actions clandestines. Oui, dans ton sens, je suis assez étonné... par tous ceux qui trouvent des Russes partout, y compris les plus abracadabrantesques, comme aurait dit Jacques Chirac, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à là où les Russes, moi qui observe, moi je vois ça énorme, comme le Mont Blanc devant moi, construisent une très très grosse ambassade et mettent beaucoup de gens aux Comores. Ah oui, non mais c'est un exemple. Tout à fait. Ça, à mon avis, c'est le v.a.-bas du appuyer là où ça fait mal. C'est un exemple. Toujours pas construite, pas d'accès à l'eau, les structures étaient défaillantes déjà avant, il y a un problème migratoire colossal. Les Comores veulent récupérer Mayotte, tu serais russe, je voudrais embêter la France, les Russes là-bas. Les Russes, dans leur action, on va dire, d'affrontement diffus avec les alliés de l'Ukraine, vont agir comme cela. Hein, ils vont pas balancer des têtes de cochon devant les mosquées. Vous voulez des punaises de Napoléon, mettre des punaises dans les lits, ou alors des patchs, tu sais, avec l'étoile de David sur quelques murs. C'est grotesque, c'est ridicule. Hein, c'est ridicule. S'ils font des actions, ce sont des actions d'ampleur, comme celle dont je te parlais avec ces incendies, hein, qui arrivent sur des installations industrielles liées au complexe militaro-industriel européen, ou alors des actions de déstabilisation, que ce soit par exemple... Alors, en Afrique, c'est clair qu'on a beaucoup participé... Il y a même eu un gros incendie dans une usine aux États-Unis. Oui, exactement. Alors là, bon, voilà, c'est vrai, on pourrait le lier, mais ça bon, ça peut arriver aussi. Hein. Ouais. Aux États-Unis, quand même, souvent, il y a pas mal d'incendies. Moi, quand j'y étais là, cet été, là, il y a eu un gros incendie dans une usine chimique en Louisiane. C'était assez spectaculaire. Donc, bon, je connais pas les normes de prévention contre l'incendie dans les industries américaines, mais peut-être que par moment,
En tout cas, en termes de déstabilisation, moi, je mettrais plutôt mon ticket sur Mayotte que moi, je mettrais mon ticket sur les actions clandestines, on va dire, ou de stabilisation, c'est Mayotte. C'est tous ces éléments, parce que l'intérêt des Russes, sur le plan stratégique, c'est justement de ne pas faire peur aux Européens, pour leur montrer que le conflit en Ukraine, ça concerne l'Ukraine et eux, et qu'il n'y aura pas d'extension territoriale à ce conflit-là. Et leur deuxième intérêt, c'est quand même de saboter le maigre effort industriel militaire des Européens. Donc là, il y a une cohérence stratégique. Oui. Par contre, il n'y a pas de cohérence stratégique à mettre des têtes de cochon devant les mosquées, quoi. Il faut rester où il y a une cohérence stratégique également à mettre en difficulté la France à Mayotte. Mais quand on est mis en difficulté, tu remarqueras qu'on a quand même mis le premier le bras dans le piège. Hein, que ça soit en Afrique, dans tous les ex-pays de notre précaré. Alors, à titre d'information, il faut savoir que les dernières forces européennes qui sont toujours présentes au Niger, c'est les Italiens. Pour ça, quand je parle souvent des Italiens, hein, ils sont discrets, mais par contre, ils savent jouer également ils ont joué des dissonances du conflit franco-algérien. Ah ben exactement. Bah oui. Oui. Alors là, on a évidemment. Je dirais sans aucune pitié même. Oui, mais sans aucune pitié, mais parce que en fait, on court après une chimère avec l'Algérie. C'est que le gouvernement actuel, issu du FLN, ne reviendra jamais en arrière par rapport à ce qu'a été la colonisation. Enfin, la colonisation, c'était des départements français. On peut faire un comparatif quand même avec le Vietnam. Le Vietnam qui a beaucoup plus souffert de la guerre coloniale, des guerres coloniales, que ce soit avec la France ou après avec l'intervention des États-Unis, n'a pas du tout ce sentiment de rancœur par rapport aux ex-pays colonisés. Hein. Colonisateurs, pardon. Ouais, non, mais là, oui, tu as raison. Mais l'acteur en Europe qui est vraiment très intéressant à suivre en ce moment, c'est l'Italie, parce que c'est la deuxième puissance industrielle européenne. Elle a accès à du gaz à des prix quand même compétitifs, grâce à l'Algérie, mais également parce qu'elle a l'arrivée du gaz azerbaïdjanais qui arrive sur son territoire. Donc, ils ont quelques difficultés énergétiques, mais beaucoup moins que l'Allemagne. Et ils ont un tissu industriel qui est assez solide, en fait, qui repose sur des grandes entreprises, des PME, des TPE. Et contrairement à nous, ils sont restés une nation industrielle. Donc, l'Italie, c'est vraiment le pays à suivre en ce moment, hein, avec une première ministre, je trouve, qui joue assez habilement aussi bien sa relation avec les États-Unis, hein, qui est liée à la diaspora italienne, qui est assez connue, hein, dans les films de gangsters d'ailleurs, mais bon, qui est très présente aux États-Unis. Hein, Tu parles des restaurateurs de spécialité italienne. Exactement, voilà, c'est ça. Mais pas que. Et également qui se positionne très très bien vis-à-vis du renouveau national conservateur que l'on trouve aussi bien aux États-Unis que dans certains pays d'Europe centrale, que ce soit en Slovaquie et également en Hongrie. Et c'est une poussée de toute façon en Europe, ça, ce retour des peuples, des nationaux conservateurs, avec une difficulté également pour les dirigeants européens actuels, qui sont des européistes, hein. C'est comment faire pour éviter que les élections reflètent le sentiment de la majorité du peuple. Et bien sur ce, on va arrêter cet entretien. Merci Hervé, c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. La prochaine fois, peut-être que... On changera de guitare. On changera de guitare, on te refera un autre morceau. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses et on a une vision large, très complexe, puisque le monde est complexe, ce n'est pas aussi simple que certains voudraient nous le présenter. Encore une fois, merci Hervé pour ces analyses. Si vous n'avez pas encore fait et que vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, de mettre j'aime, si vous êtes plutôt francophile, de déclencher les alertes. Vous pouvez aller voir notre site fpop.media, pop.media, le portail que nous avons ouvert il y a maintenant presque 2 mois. Vous retrouverez des articles, des analyses, cette fois écrits, c'est gratuit, il n'y a pas de publicité, il y a juste à renseigner un email. Et pour ceux qui le peuvent, eh bien vous pouvez nous aider, par exemple, au prix d'un café par mois. Ça nous permet de continuer de faire ce qu'on fait. Vous pouvez également, pour ceux qui le peuvent, nous donner un coup de main
ça tombe bien, on est en fin de période fiscale. Ceux qui auraient des réserves d'argent en Suisse, non, justement, en Suisse, ça marche pas. En France, et qui voudraient défiscaliser, je sais que vous êtes très, très nombreux dans ce cas à nous suivre. Bon, s'il y en a un ou deux et que vous avez encore un petit peu d'argent à sauver, vous pouvez faire un don, eh bien, à fréquence populaire. Vous pouvez aller sur notre page aussi Stripe, notre page Tipeee, pour ceux qui veulent nous donner un coup de main. Et on te donne rendez-vous à très bientôt, Hervé. Merci pour l'invitation. Au plaisir.